On voit des objets déjà, des reproductions de verre historiques de différentes époques. Ça va de l'époque mérovingienne au XVe siècle, avec ce sublime verre d'Aix-la-Chapelle. On a des poteries du XIIIe siècle comme en provençal. On a aussi d'autres poteries du XIVe siècle. Donc avec une recette de dessert entre guillemets, vu que la notion n'est pas tout à fait existante dans les repas du Moyen-Âge, avec du massepain, donc un mélange amande, sucre et eau de rose. Là c'est une recette du XIVe siècle. Pour votre venue, j'ai fait aussi un pâté médiéval, pâté de porc avec toutes sortes d'épices, des éléments, des fruits, etc., dorés au safran. J'ai fait aussi des carottes au cumin. Alors là aussi, les ignorants vont dire mais il n'y avait pas de carottes orange ou rouge au Moyen-Âge, mais en fait, elles sont attestées déjà dans le ménagier de Paris, donc deuxième moitié du XIVe siècle. Sont faits par un atelier qui s'appelle Le Verre Historique à Bruxelles, qui font depuis des années de la reconstitution de verres de différentes époques, de l'époque romaine jusqu'au XVIIIe siècle. Et les poteries, il y en a de Karine Lachouc dans le Finistère, il y en a d'Atelier du Léguer là, qui ne travaille plus maintenant, et c'est une grande perte pour la reconstitution historique. Il y a aussi d'autres de Parchemin et Parpeau, ou bien la poterie des Grands Bois. On a des artisans de très très grande valeur, de très grande qualité qui font des choses magnifiques. Non, je faisais déjà du pain autrement. Puisque il y a un peu plus de 40 ans, j'ai eu envie de faire mon pain, déjà à titre personnel, sans même imaginer qu'un jour ça deviendrait une partie importante de mon activité professionnelle. Mais donc je me suis documenté, donc je faisais des pains, je faisais différentes choses. Et je me suis documenté, j'ai cherché, quand j'ai trouvé vraiment de la documentation sérieuse, donc notamment le livre dont je parlais tout à l'heure, Le pain au Moyen-Âge, mais aussi pas mal d'autres, je me suis mis à travailler effectivement de la façon dont il fallait faire pour refaire du pain médiéval. Donc ça s'est fait par étapes, parce que j'avais pas tout de suite tout sous la main. J'ai construit un four sur un modèle du Moyen-Âge, et puis je me suis fait faire par deux artisans successivement des reproductions de pétrins du Moyen-Âge. D'abord un petit, et puis ensuite un plus grand. Tout dépend ce qu'on a comme référence. Si on a une référence de produits de qualité, bio, etc., on ne va pas forcément trouver une très grosse différence. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, on fait du pain de fine fleur, c'est-à-dire un pain de farine blanche, du pain semi-complet, qui est le pain Bizet, ou pain de ville, ou pain bourgeois, qui est le plus utilisé, qui est un pain semi-complet, donc, et les pains complets sont réservés aux travailleurs de force. C'est-à-dire que ça amène à souligner quelque chose de très important. Il n'y a pas de problème de lutte des classes dans la façon dont on mange au Moyen-Âge. Il y a une vision fonctionnelle. C'est-à-dire que les catégories de population qui vont manger du pain blanc, ce sont ceux qui n'ont pas beaucoup d'efforts physiques et qui ont une activité intellectuelle ou spirituelle. Et donc, ces derniers, vont manger de la farine blanche parce que c'est plus léger à digérer, comme pour les malades d'ailleurs, ils vont manger que des choses blanches, mais parce qu'il y a la symbolique du blanc qui se rapproche de la pureté et de la spiritualité. Donc ça pousse à la pureté et à la spiritualité, donc les gens qui ont une activité intellectuelle ou spirituelle vont manger des choses blanches, vont manger des volatiles parce que c'est aérien, donc c'est plus près de Dieu, symboliquement, et ainsi de suite. Tandis que les pains complets, ils vont être non pas aux gens qui font des régimes alimentaires, parce qu'ils mangent mal d'habitude, comme aujourd'hui, mais pour les travailleurs de force, parce qu'on sait que les travailleurs de force, ils ont besoin
de beaucoup plus de choses nutritives. Et on sait aussi qu'ils vont être capables d'assimiler des choses qui seront plus lourdes à digérer pour les autres. Donc on adapte en fait l'alimentation, les types d'alimentation à la fonction sociale et au travail, à la réalité du travail. Donc ça c'est extrêmement intéressant parce que dans les années 60-70, il y a eu des historiens qui ont eu une vision très lutte des classes de la société médiévale et ils se sont totalement plantés, ils n'ont juste rien compris. Oui, tout à fait. Le rôle du talmelier est absolument essentiel. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas cité tout à l'heure dans les sources pour refaire le pain comme on le faisait au Moyen-Âge, il y a une chose qui est très importante qui est la réglementation. Parce que c'est le pain est la base de l'alimentation. Au Moyen-Âge, on mange entre 500 grammes et 1 kg de pain par personne et par jour. C'est donc l'essence de l'alimentation. On mange beaucoup plus de pain que de viande, donc on ferait bien d'en faire autant aujourd'hui. Et donc l'approvisionnement en pain, c'est la garantie de la paix sociale. La qualité du pain, c'est la garantie de la paix sociale. Et donc c'est pour ça que dans les villes, on voit des boulangers qui viennent des campagnes, qui sont invités à venir vendre dans les villes pour faire concurrence aux boulangers installés, à leur grande colère d'ailleurs. Il y a des procès, il y a des manifestations, il y a des protestations. Il y a plein les archives sont très très riches de toutes sortes de querelles qu'on ne soupçonne pas. Mais ça veut dire que les autorités civiles font attention à ce que l'approvisionnement en pain soit suffisant. Et donc ils multiplient les sources. Ils évitent aussi la spéculation. C'est-à-dire que le boulanger, contrairement au boulanger qu'on voit à l'époque romaine, ne fait pas sa farine. Le boulanger achète sa farine et le métier de meunier est un métier totalement à part. Et il est absolument interdit au boulanger, sous peine de grosses amendes voire de prison, d'acheter du blé pour spéculer sur les céréales, en cas de disette. Donc ça m'amène à signaler que jusqu'au XVe siècle, le prix du pain était fixe. C'est-à-dire qu'il y avait le pain de 1 denier, de 2 deniers, ou de 4 deniers, voire même parfois plus gros, et le poids de ces pains variait en fonction des disponibilités des céréales, et ça ne se faisait pas au petit bonheur la chance, mais suite à des expérimentations de panification fait 1 fois ou 2 par an aux frais des boulangers, donc là aussi ils n'étaient pas contents, et en présence des autorités civiles. Et donc on a des procès-verbaux parfois très, très laconiques, mais parfois extrêmement détaillés, donc c'est aussi une source très intéressante pour nous. Certainement un enrichissement. On peut quand même considérer que le métier de talmelier ou de boulanger est pour beaucoup lié à une concentration de population. C'est-à-dire que dans les campagnes, les gens font leur pain, au pire ils vont le cuire dans le four banal, sinon s'ils ne le cuisent pas chez eux. On a retrouvé près de Fougères des pains carbonisés dans un village du 9e siècle, parce que le village a été abandonné brutalement, donc ça veut dire qu'en dehors de toute structure, les gens avaient leur four, faisaient leur pain, un petit village à l'égard de tout. Il a dû être dévasté, parce que là, à cette époque-là, on est en pleine période de reconquête du duc de Bretagne contre les Vikings, qui s'étaient établis durablement dans tout le nord de la Bretagne. Et donc là, on a pu retrouver, donc j'ai discuté avec l'archéologue qui a fait la découverte, et elle m'a donné la composition de ces pains. Donc je peux faire un pain archéologique du 9e siècle. Et je ne prive pas de l'en faire, je ne prive pas de le faire de temps en temps, comme il m'arrive aussi de faire un pain en anneau d'époque celtique, dont les cendres ont été trouvées dans une tombe celtique du 1er siècle avant notre ère. Donc là, c'est les 2 exemples de pains qui ne sont pas documentés, mais qui ont été retrouvés, dont les restes ont été analysés, et qu'il est du coup possible de refaire absolument à l'identique.
Oui, je me limite pas au Moyen-Âge, même si le Moyen-Âge est une période extrêmement riche et extrêmement passionnante. Je suis aussi extrêmement passionné par la civilisation celtique et le Carnix qui est derrière moi le montre aussi. Mais donc oui, je me borne pas à une période de l'histoire, d'autant moins que il y a de nombreux éléments dans la civilisation médiévale qui sont directement issus du monde celtique. Soit reproduction de textes comme en Irlande, soit folklore, mythologie résiduelle par les habitudes. Un auteur a pu même parler de mythologie chrétienne en montrant combien les traditions pré-chrétiennes avaient perduré sous un vague vernis christianisé. En fait, j'ai surtout j'ai eu des discussions avec des producteurs de petites épeautres, etc., qui étaient en cheville avec un chercheur qui est aujourd'hui disparu, qui s'appelait Charles-Louis Maton, à la fac de Poitiers, qui a fait énormément de recherches sur les céréales anciennes, et justement sur les métiers du pain, etc. Donc là, j'ai de la doc qui vient de là. J'ai acheté beaucoup de livres, j'achète toujours beaucoup de livres. En fait, je travaille surtout soit sur les documents, reproduction de documents, soit sur les publications universitaires.